le courage d'être faible. Aimer la perfection parce qu'elle est le seuil, mais la nier aussitôt connue, l'oublier morte. L'imperfection est la cime. Yves Bonnefoy. On retrouve un complexe d'infériorité globale significatif chez environ 15% de la population en l'absence de troubles psychologiques. Un tel sentiment chronique d'infériorité ne nécessite pas forcément la confrontation aux situations. Il peut exister dans leur simple anticipation imaginée. Évidemment, il déclenche en situation un fort sentiment de honte et pousse à de nombreuses inhibitions et évitements. Mais des pensées occasionnelles d'infériorité et d'incomplétude surviennent chez une part bien plus large de la population. Le sentiment d'insuffisance personnelle. Comment le sentiment, pourtant normal, d'avoir des limites et des insuffisances, peut-il se transformer en douleur de ne pas être parfait? Et donc en inquiétude de se trouver, de ce fait, rejeté et mis à l'écart. Il s'agit le plus souvent d'une sorte d'erreur de jugement sur ce qui suscite la popularité et l'estime de la part d'autrui. On pense que l'on sera mieux accepté et estimé si l'on est parfait, si l'on brille, si l'on est irréprochable. Alfred Adler, un élève de Freud, que ce dernier excommunia rapidement pour cause de divergence de vues sur la nature humaine, fut l'un des premiers à insister sur l'omniprésence dans notre psychisme de ce complexe d'infériorité. Être humain, c'est se sentir inférieur, écrivait-il. Pour Adler, beaucoup de nos motivations à agir et à réussir seraient dues au désir de dépasser ce sentiment d'infériorité, qu'il soit ancré dans le domaine physique, relationnel ou social. Et le sentiment d'infériorité, cette croyance d'une personne en son incapacité à résoudre les problèmes de la vie, aurait ainsi de nombreux retentissements sur notre quotidien. Les situations où l'on a peur de perdre la face. Selon son intensité, ce sentiment d'infériorité peut être une constante de notre paysage mental ou ne s'activer que lors de situations précises. Il s'agit en gros de toutes les situations où, à tort ou à raison, on a le sentiment de révéler ses limites et ses points faibles. Par exemple, ne pas savoir répondre à une question, perdre à un jeu, échouer devant les autres ou se trouver dans une situation où l'on pourrait échouer devant eux, ne pas connaître les codes et usages d'un milieu, avoir moins de culture, de diplôme, de connaissances que les autres, surtout si on est ou croit être seul dans ce cas. Ce qui facilite la perception de ces situations comme dangereuses pour l'estime de soi, c'est qu'on y évalue qu'il n'est pas normal de ne pas savoir ou de ne pas être comme les autres. Et que l'on pense que, si cela est repéré, il s'ensuivra une perte d'estime de la part des autres, et donc une menace de rejet social. D'où le choix de stratégies de dissimulation. On ne peut plus éviter puisqu'on s'est mis dans le pétrin, alors on va masquer. De la moins compromettante, se tenir soigneusement en retrait pour ne pas risquer d'être sollicité, à la plus compromettante et la plus coûteuse émotionnellement, faire semblant de savoir, de connaître. Il y a aussi, chez les sujets à haute estime de soi fragile, la tentation de la fuite en avant, du briller pour ne pas douter. On tente de garder le devant de la scène, mais en attirant la conversation là où l'on se sent en capacité d'impressionner les autres. Autre tentation, celle de la diversion. Faire beaucoup de bruit et de tapage, par son humour et sa causticité, pour détourner l'attention et dissuader quiconque de venir tester de plus près la solidité de l'édifice. La tentation coûteuse de faire semblant. Face à la menace de ces échecs sociaux, perçus comme tels en tout cas, la tentation du faire semblant est grande. Faire semblant de savoir, faire semblant de s'en ficher, etc. Or, ces stratégies du faire semblant ont un coût, aussi bien émotionnel qu'intellectuel. On devient moins à l'aise et moins performant.
Parmi les études qui ont décortiqué ce genre de phénomène, on a demandé à des volontaires de se présenter de manière inhabituelle, c'est-à-dire avantageusement, devant des personnes connues, et modestement devant des inconnus. Alors que, chez la plupart des gens, les réflexes sont à l'inverse. Présenter son meilleur profil aux inconnus et se montrer plus naturel avec nos proches et familiers. Après avoir fait ce genre d'exercice, les volontaires voyaient toute une série de discrets dysfonctionnements apparaître chez eux. Ils abandonnaient plus rapidement la résolution de problèmes mathématiques, se montraient moins ajustés lors d'échanges sociaux, etc. Un des risques du faire semblant, le sentiment d'imposture. Autre inconvénient, ces attitudes de faire semblant alimentent le sentiment d'imposture, si fréquent chez les sujets ayant des problèmes d'estime de soi haute ou basse. Ce sentiment, évidemment, ne présageant rien de la valeur réelle de la personne dans la situation où elle se sent imposteur. Il ne résulte pas non plus d'un désir de tromper autrui volontairement, comme le ferait un escroc, pour en abuser. Ce sentiment d'imposture est simplement la complication des stratégies défensives inadaptées de l'estime de soi. Une de mes patientes avait un jour utilisé la formule « J'ai l'impression d'être une supercherie et que bientôt tout le monde va s'en rendre compte ». Le paradoxe du sentiment d'imposture, c'est qu'il s'active à partir du moment où l'on a commencé à agir et à réussir à trouver une certaine place au milieu des autres. Si l'on en reste à la phase d'évitement et d'inaction, il ne s'enclenche pas. Mais une fois qu'on s'est jeté à l'eau, survient alors la crainte lancinante d'être découvert et mis à nu pour ce que l'on est, une personne moins compétente que les autres ne l'auraient cru. On a alors échangé une émotion négative, la tristesse, personne ne me remarque, contre une autre, l'inquiétude, on m'a remarqué, qui débouche alors sur la peur d'être démasqué. Je me souviens d'un patient venu me consulter à l'âge de 50 ans et qui m'avouait « Toute ma vie, j'ai eu une peur absurde et irrépressible d'être démasqué. Malgré ma réussite professionnelle, le fait que j'ai des amis et une famille, j'aurais finalement passé ma vie à faire des cauchemars où je me voyais mis en procès, critiqué, convaincu d'avoir escroqué les autres sur mes capacités réelles. Passer ma vie à craindre, dans les réunions ou les soirées, que d'autres personnes, réellement à l'aise, ne me repèrent et ne prennent un malin plaisir à me dézinguer, en révélant ainsi à tout le monde ma fragilité, mon incapacité à me défendre, mon manque de ressources personnelles, mes vides intérieurs. » Au début de la vague du téléphone cellulaire circulait l'anecdote suivante. C'est l'histoire d'un gars avec son portable dans le TGV, qui parle. Tout le monde est à la fois agacé et épaté, car c'est un des premiers que les passagers voient. En réalité, il n'a pas de vrai portable. C'est juste un jouet en plastique. Il continue donc de faire semblant et d'épater la galerie jusqu'au moment où un autre passager a un malaise, assez grave, probablement un infarctus. On lui demande alors de se servir de ce portable si rare et si précieux pour prévenir la gare suivante, afin qu'une ambulance se tienne prête. Le passager confus doit alors avouer que ce n'était qu'un jouet et qu'il faisait semblant. L'expression « mort de honte » s'applique assez bien à ce genre de situation. Vraie ou fausse, cette histoire embarrassante connut un certain succès, sans doute parce qu'elle fut largement colportée par des inquiets de l'imposture. Mentir pour protéger l'estime de soi. Les problèmes d'estime de soi peuvent donc conduire à mentir. Il y a en général plusieurs explications au mensonge selon les circonstances. On peut mentir par peur de déplaire, par souci de ne pas provoquer un conflit, par désir de ne pas faire de peine. Et souvent, on peut être amené à mentir par besoin de se valoriser, si l'on se sent inférieur dans tel ou tel domaine. Dans ces derniers cas, le mensonge est une mauvaise réponse à un vrai problème. Mauvaise car elle nous habitue à ne pas nous confronter avec les difficultés de l'existence. Mauvaise car pour de maigres bénéfices immédiats, elle nous garantit des ennuis pour l'avenir. Très vite, tout devient compliqué, culpabilisant, insécurisant lorsqu'on a choisi le mensonge pour gérer ses problèmes, ses complexes, ses frustrations, ses limites.
Beaucoup de menteurs à répétition sont des gens qui doutent qu'on puisse les aimer tels quels, sans enjoliver ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Beaucoup aussi ne savent pas dire non. Ils vont devoir, pour ne plus mentir, apprendre à s'affirmer. Ou mentir pour se valoriser, pour attirer la plainte ou la compassion, ou encore éviter des explications ou un conflit qu'on veut fuir. Jules Renard écrivait « L'homme véritablement libre, c'est celui qui sait refuser une invitation à dîner sans donner de prétexte. » La tentation du mensonge pousse parfois à inventer des prétextes imaginaires pour ne pas avoir à s'affirmer. Mais dans le cas de la mythomanie, le rapport au mensonge va bien au-delà, vers une véritable dépendance au fait de mentir, même si c'est totalement inutile, comme un réflexe inutile, un auto-allumage d'une mécanique trop souvent enclenchée. Mais le plus souvent, les mensonges liés à l'estime de soi sont bénins et se rapprochent davantage de ce qu'Alain Souchon raconte dans sa chanson Bidon, où il fait croire à ses petites amies qu'il est successivement chanteur de rock, pilote de Formule 1, etc., avant de devoir avouer, pris la main dans le sac, qu'il n'est qu'un mec à frime bourré d'aspirine avec ses pinces à vélo. Ce qui aurait sans doute suffi pour les séduire malgré tout. La solution, l'affirmation de soi négative. Si l'on sent que l'on a recours trop souvent à la dissimulation et aux petits arrangements avec la vérité, il faut agir. Il est épuisant de passer toute une vie à mentir et à faire semblant. C'est moins frustrant que de renoncer, mais infiniment plus usant. Bien évidemment, le problème ne vient pas de nos faiblesses, mais de notre incapacité à les assumer. Sans doute parce que nous craignons qu'elles n'entraînent un rejet irrémédiable, et non de la compréhension, ou parce que nous pensons qu'elles sont insurmontables. Ces deux erreurs nous conduisent alors à des stratégies inadaptées. Le travail sur l'affirmation de soi négative consiste à prendre peu à peu l'habitude d'être prêt à dévoiler ses faiblesses et limites afin de réétalonner son détecteur de risque de rejet social. Les personnes à mauvaise estime de soi surévaluent ce risque de rejet, pour des raisons subjectives et non argumentées. On leur fait donc tester la validité de leurs prédictions au travers d'une série d'exercices avec le thérapeute. Par exemple, en s'entraînant à avouer son incapacité à répondre à des fiches de Trivial Poursuite, modèle Genius si possible, ou à des questions de culture générale. On peut trouver de telles listes de questions sur des sites internet. Je fais de temps en temps l'exercice avec certains de mes patients. Autre exercice classique, aller dans un magasin, se faire expliquer le fonctionnement d'un appareil hi-fi ou électroménager, dire que l'on n'a pas bien compris et redemander des explications. Idem dans la rue en demandant son chemin, faire répéter la personne qui nous indique le trajet. L'idée est de confronter le patient à ce qu'il a toujours tellement redouté, qu'il s'est ingénié à ne jamais affronter. Comme toujours, on découvre alors que les risques réels sont inférieurs aux risques supposés. Après ces petits exercices d'échauffement, il restera à affronter le plus difficile. Se découvrir ainsi dans la vraie vie, avec de véritables personnes et non plus seulement dans le cadre d'un jeu de rôle. Car à ce moment, le risque de perte d'estime sera plus important qu'avec des inconnus ou le thérapeute. Ce que l'on cherche à apprendre aux patients, ce n'est pas de toujours révéler ses faiblesses, mais de toujours s'en sentir capable, en fonction des interlocuteurs, des circonstances, des milieux, etc. Je me souviens ainsi d'un patient qui ne savait pas faire fonctionner son logiciel le premier jour de son nouvel emploi. Il passe des heures avant d'oser demander de l'aide, puis il finit par s'y résoudre. Un collègue bienveillant lui donne alors quelques explications. Il n'a pas tout compris, mais n'ose pas le dire. Heureusement, le collègue repère sa tête et lui dit « En général, on ne comprend pas du premier coup. Il vous faudra plusieurs jours pour commencer à y arriver. N'hésitez pas à venir me voir, nous sommes tous passés par là. » Mais si le collègue n'avait pas été bienveillant, il est probable que le patient aurait démissionné. Il l'avait déjà fait dans le passé pour moins que cela. Je me souviens aussi d'une patiente qui devait aller voir le professeur principal de son fils en difficulté scolaire. Comme elle avait une liste de choses à demander, elle les avait couchées sur un petit pense-bête. Mais devant le professeur, elle n'osa pas les sortir.
Devant mon étonnement, elle me demande sincèrement « Vous êtes sûr que je n'aurais pas eu l'air idiot ?» Cette patiente était pourtant d'un milieu socio-professionnel élevé, exerçait un métier prestigieux. Mais justement, cela n'arrangeait pas les choses et facilitait plutôt sa peur qu'on l'estime moins si elle montrait ses faiblesses, même minimes. Je me souviens que nous avons alors fait un petit jeu de rôle où elle avait à sortir de son sac une liste de choses à demander, en avouant avec un grand sourire à son interlocuteur « J'ai une mauvaise mémoire, c'est pour être sûr de ne rien oublier. Ça ne vous dérange pas que je vérifie ?» Autre patiente encore, cette jeune fille, pourtant parfaitement et normalement intelligente, mais qui s'auto-censurait dans les soirées entre amis, persuadée qu'elle était que tous les propos qui sortaient de sa bouche étaient moins sensés ou moins intéressants que ceux des autres. Le travail en séance consistait avec elle à tirer au sort des petits papiers avec des sujets de conversation, le dernier film que j'ai vu, le dernier livre que j'ai lu, mes dernières vacances, un souvenir d'enfance, et à lui demander d'improviser là-dessus. Il a fallu quelques séances pour arriver à atténuer le pouvoir parasite des pensées qui surgissaient alors à son esprit, du type « c'est nul ce que je dis, pas intéressant, embrouillé, pas argumenté », et quelques travaux pratiques aussi, auprès d'amis de confiance, pour qu'elle en arrive à la même conclusion que La Rochefoucauld: la confiance fournit plus à la conversation que l'esprit. Son problème n'était pas celui de la qualité de ses propos, mais juste celui des exigences de son estime de soi. Invulnérable ou presque. Récit de Loïc, un de mes patients. J'ai un copain qui n'est pas du tout victimisable. Il a une incroyable capacité à désarçonner tous les prédateurs sociaux, tous les vampires de nos faiblesses, les requins qui arrivent dès qu'ils sentent une fragilité chez quelqu'un. Loïc voit en réalité des prédateurs partout, tant il doute de lui. Lui, l'air de rien, dès qu'on lui fait une critique, il la prend bien. C'est pas forcément qu'il l'accepte, mais tout de suite il enquête. Ah bon? Dites-moi davantage. Très vite, il retourne le truc sur l'autre. C'est au critiqueur de se justifier et de s'expliquer. Sans qu'il refuse jamais de se remettre en question, 9 fois sur 10, c'est l'autre qui finit par le faire. C'est la seule personne que je connaisse qui fonctionne comme cela, comme un champion d'aïkido, toujours fort, mais sans jamais recourir à la force. J'ai souvent travaillé avec des patients qui devaient dispenser des conférences ou un enseignement. Une de leurs craintes était de ne pas savoir répondre à une question du public ou des étudiants. Mais pourquoi devrait-on toujours savoir tout et tout de suite? Pour être admiré? Le stress en vaut-il la chandelle? Travailler aussi avec d'autres qui avaient le plus grand mal à reconnaître lors d'une discussion qu'ils n'avaient pas d'argument. Ou que, finalement, ils s'étaient trompés en affirmant une position trop vite et que les arguments de l'interlocuteur étaient meilleurs et plus logiques. Dans tous les cas, la seule solution, la plus apaisante, la plus honnête, la plus forte, et finalement la plus enrichissante, c'est pourtant de dire « je ne sais pas » ou « j'ai peut-être tort ». Les mouvements se produisent dans les deux sens. Évidemment, une bonne estime de soi permet d'adopter de tels comportements. Mais à l'inverse, adopter de tels comportements est bon pour l'estime de soi. Cela nous apprend qu'il est possible de rester estimé sans avoir à être parfait. Assumer ses limites, c'est dur, mais c'est nécessaire et utile. Existe-t-il des risques? Les personnes à basse estime de soi, qui ne le font pas souvent, ont des tas d'anecdotes à propos d'interlocuteurs indélicats qui auraient abusé de l'expression de cette vulnérabilité. Mais on leur rappelle alors que la solution préconisée n'est pas de généraliser la réponse de déverrouillage, mais de l'adapter aux interlocuteurs. D'où l'importance dans les échanges sociaux d'observer les autres plus que soi-même. L'importance aussi de multiplier les occasions de s'affirmer négativement pour se créer cette expérience humaine basée sur de petites interactions qui manquent à ces personnes. À partir de là, elles bénéficieront des avantages de leur attitude. Obtenir de vraies informations sur l'acceptabilité sociale de leurs faiblesses. On progresse mieux à partir de cela qu'à partir de ces fantasmes. Paradoxe et injustice habituelle. Plus quelqu'un a une bonne estime de soi,
plus il est libéré du besoin de performance. L'écrivain Paul Valéry, mondain et doué pour les relations sociales, déclarait parfois au début d'une conférence « Je suis venu ignorer devant vous ». J'ai vu plusieurs fois des présidents des États-Unis, hommes politiques les plus puissants du monde, déclarer avant un discours se sentir particulièrement émus. Coquetterie, mais aussi état d'esprit. Si nous nous inspirions de ces exemples, au lieu de simplement les admirer ou les envier,